Imaginons un instant que notre cerveau était biologiquement programmé, non pas pour assurer un bonheur radieux ou un épanouissement profond, mais en fait pour saboter activement la moindre de nos tentatives d'évolution. Ouais, c'est une perspective qui fait un peu froid dans le dos quand on y pense. Complètement. C'est une pensée qui est profondément troublante. L'idée que dès l'instant où quelqu'un essaie de grandir ou de changer, son propre système nerveux perçoit ça comme une menace mortelle. Ah oui, avec le chaos interne absolu qui va avec, évidemment. Exactement. Et nos sources du jour s'attaquent précisément à cette sensation de naufrage qu'on a tous ressentie. Le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de dire que la vie ne se désintègre pas sous le poids de nos luttes. En fait, elle se déploie. C'est une nuance super importante, ouais. Et elle ne se déploie pas au hasard, c'est selon une architecture hyper précise qui est racontée depuis des millénaires à travers toutes les civilisations. Et la révélation au cœur des documents qu'on a analysés, c'est que chaque être humain est en fait le personnage principal de cette trame narrative universelle. Et le truc le plus fascinant, c'est que l'écrasante majorité des gens se trouvent actuellement bloqués, tu vois, comme paralysés, en plein milieu de cette intrigue. C'est fou, hein? L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment pas de faire du survol de concepts de développement personnel, mais de décoder les mécanismes de ce qu'on appelle le voyage du héros. Bon, décortiquons un peu tout ça parce qu'il faut vraiment comprendre pourquoi l'existence semble parfois si incohérente. C'est clair. Et pour ça, il faut s'appuyer sur une vraie cartographie. Les documents qu'on passe au crible aujourd'hui se fondent sur l'œuvre de Joseph Campbell. Et je pense qu'il est crucial de dissiper un malentendu tout de suite. Ouais, vas-y. Campbell n'était pas un gourou, ni un psychiatre, ni un de ces conférenciers en motivation. C'était un anthropologue, un mythologue brillant. Son travail, c'était d'analyser des milliers de récits, de légendes, de cultures qui ne s'étaient jamais croisées, que ce soit géographiquement ou temporellement. Et de voir ce qui les reliait. Exactement. Il cherchait à comprendre pourquoi l'esprit humain produisait toujours, inlassablement, les mêmes histoires. Et la conclusion de ses recherches est un véritable électrochoc. Il a prouvé qu'il s'agisse d'Harry Potter, de Star Wars, de Matrix ou même de textes anciens comme le Mahabharata, il n'y a en réalité qu'une seule histoire qui est racontée en boucle. Le fameux voyage du héros. Voilà. Et si ça traverse les âges, c'est pas juste parce que c'est une bonne recette pour Hollywood, c'est, on pourrait dire, le code source de la psychologie humaine. Mais c'est là que je veux en venir. Si notre existence est structurée comme ça, avec un sens, pourquoi est-ce qu'au quotidien, on a l'impression d'une perte de contrôle totale? Pourquoi cette angoisse? Eh bien, l'explication, elle se trouve justement dans la fonction même de ce chaos. En fait, l'effondrement de nos repères, c'est pas un bug du système, c'est pas un dysfonctionnement. C'est quoi alors? C'est le mécanisme même par lequel l'évolution opère. Dans le modèle de Campbell, il y a un chapitre central, inévitable, où le héros perd pied. Toutes ces certitudes volent en éclats, le chemin s'efface et la peur prend toute la place. Il appelle ça la nuit obscure de l'âme. Ouch, le nom annonce la couleur, hein. Ah oui, c'est pas une promenade de santé. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont plein de disciplines différentes décrivent exactement le même phénomène, mais avec leur propre vocabulaire. Oui, j'ai remarqué ça dans les sources. Les parallèles sont dingues. Les étiquettes changent, mais le fond reste le même. C'est, une convergence remarquable. Le psychologue va parler d'une crise d'identité. Le neuroscientifique, lui, il va regarder l'IRM et parler de dissonance cognitive. Tu sais, ce moment où tes croyances percutent la réalité et que ça fait littéralement mal au cerveau. Et la spiritualité, j'imagine qu'elle appelle ça autrement. Tout à fait. Elle va célébrer cette même douleur comme un éveil. Donc la mécanique, c'est une destruction nécessaire. Mais face à ça, la réaction humaine la plus prévisible, c'est... La fuite. On veut s'échapper de l'histoire. C'est ça. On veut fuir à tout prix. C'est tellement humain en même temps. L'inconfort est tel qu'on cherche le bouton pause. Et il y a une analogie dans les sources qui m'a fait beaucoup rire sur notre rapport moderne à tout ça. Ah oui, laquelle? En gros, la société moderne a une soif énorme de transformation, de devenir la meilleure version de soi-même, mais avec une condition absurde. Zéro douleur, zéro doute. C'est comme si on commandait notre évolution sur Amazon Prime, tu vois. Ah ouais, la livraison express. Exactement. On met nouveau mois radieux dans le panier, on demande la livraison en 24 heures sans friction, et si jamais le colis contient du chaos et des insomnies, on veut direct contacter le service client pour un remboursement. C'est une image parfaite du piège de notre époque. On veut la croissance aseptisée, s'attendre à grandir sans traverser cette nuit obscure, c'est comme vouloir forger une épée sans feu. C'est pas possible. Non, le feu n'est pas un obstacle, c'est la condition sine qua non.
Bon, puisqu'on ne peut pas contourner cet incendie et que la livraison express n'existe pas, à quoi elle ressemble concrètement cette carte d'Aran? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les sources simplifient le modèle de Campbell en 5 grandes étapes. Oui, c'est beaucoup plus digeste comme ça. La première, ça commence toujours par ce qu'ils appellent le monde ordinaire. C'est pas un endroit où on souffre atrocement, et c'est bien ça le piège. C'est juste tiède. Les factures sont payées, la routine tourne, Mais il y a un vide. voilà. En sourdine, il y a ce sentiment d'être spectateur de sa propre vie. Et c'est un terreau parfait pour la frustration, ça. Cet équilibre, il est très précaire et il ne demande qu'à être brisé. Et ça, c'est le deuxième grand mouvement. L'appel à l'aventure. La vie arrête de murmurer et elle se met à hurler. Le truc d'après les documents, c'est que cet appel, il prend rarement la forme d'une belle opportunité sur un plateau d'argent. C'est souvent un désastre. Un licenciement, une rupture violente, un projet qui s'effondre. L'univers qui rentre dedans pour te forcer à bouger, ouais. C'est ça. Et logiquement, on devrait se dire, bon, allez, je saisis l'occasion pour me réinventer. Sauf que l'étape 3, c'est l'inertie dramatique, c'est la résistance. Et là, j'ai envie de te couper pour soulever un point. C'est facile de rendre ça romantique sur le papier. Mais en vrai, quand quelqu'un risque son salaire ou la stabilité de ses enfants, cette résistance, ça ressemble plus à du simple bon sens qu'un refus d'aventure, non? Si cet appel est si vital, pourquoi tant de gens laissent leurs rêves mourir en silence? C'est une objection essentielle, vraiment. C'est le cœur du problème. Mais la différence entre le discernement rationnel et la vraie résistance de Campbell, elle se trouve dans ce qui reste après. Le bon sens, il te protège d'un danger immédiat. Et après, tu es en paix. D'accord, je vois. Alors que la résistance, elle te maintient dans l'amertume, les regrets, et tu passes ton temps à rationaliser pourquoi tu ne bouges pas. Et l'explication de ce blocage, elle n'est pas morale, c'est purement biologique. Tu veux dire que c'est pas juste un manque de courage? Pas du tout. C'est l'architecture de notre cerveau. Notre système nerveux central, il n'a jamais été conçu par l'évolution pour nous aider à atteindre l'illumination. L'amygdale, le cerveau limbique, ce sont des détecteurs de menaces. Leur seule mission, c'est la survie. Donc pas l'épanouissement personnel. Rien à faire de l'épanouissement. La règle est simple pour le cerveau. Ce qui est connu est sûr, même si c'est misérable. Ce qui est inconnu est potentiellement mortel. Donc, quand on s'approche de la frontière de notre monde ordinaire, l'incertitude déclenche une alarme. De l'adrénaline, du cortisol. Ordre de faire demi-tour immédiat. C'est vertigineux quand on y pense. La zone d'incertitude, là où réside notre croissance, c'est exactement l'endroit que notre propre biologie nous ordonne de fuir. C'est le grand drame de l'être humain, ouais. Et si l'on relie cela à une image plus large, les sources citent le psychiatre Carl Jung, qui résume ça brillamment. Il disait « Tant qu'on ne rend pas l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et on appellera ça le destin. » Ouh, elle est puissante celle-là. Très. Ça veut dire qu'on n'est pas coincé, on est juste inconscient de notre propre programme. On laisse un logiciel de l'âge de pierre dicter nos vies modernes en croyant que notre terreur est un signe du destin qui nous dit de ne pas y aller. Ce truc du logiciel obsolète, ça me fait penser à une métaphore. C'est comme si notre cerveau, c'était un GPS hyper puissant, mais réglé sur un mode de paranoïa extrême. Ah oui, je vois l'idée. Sa seule directive, c'est d'éviter l'accident. Donc sa solution infaillible, c'est de refuser de sortir du parking. Et dès qu'on met le compact, pour aller vers l'inconnu, le truc panique, recalcule l'itinéraire et met l'alarme à fond pour qu'on rentre. C'est une excellente image. Du coup, comprendre ça, ça change tout. L'angoisse au ventre, ce n'est plus un panneau danger de mort, c'est juste le bip du GPS qui confirme qu'on s'est bien engagé sur l'autoroute du changement. Exactement. C'est la preuve biométrique qu'on bouge enfin. Bon, alors ça nous amène au cœur du sujet. Sachant que notre biologie joue contre nous et que le GPS va crier à la mort. Comment on fait pour désactiver l'alarme, passer à l'étape 4 de la transformation et enfin arriver à la 5e, le retour, où on ramène notre sagesse aux autres? Comment on reprend le volant? Eh bien, le remède de Campbell, il tient en une phrase devenue légendaire. « Follow your bliss », qu'on traduit souvent par « suivre sa félicité ». C'est simple, mais alors, c'est pas facile du tout. Surtout qu'il y a une clarification énorme à faire là-dessus. Les sources insistent bien, cette phrase a été complètement déformée. Ça ne veut surtout pas dire de choisir la facilité, de faire la sieste et d'être dans un hédonisme permanent. Ah bah non, pas du tout. Suivre sa félicité, ça veut dire avancer vers ce qui nous fait nous sentir intensément, profondément vivants. Et souvent, c'est le truc qui nous terrifie le plus. C'est clair. C'est l'alignement profond qui compte, pas le confort. Le confort n'est pas le succès, c'est la croissance qu'il est.
Et pour y arriver, les documents proposent 5 leviers d'action hyper concrets. On y va pour les 5 étapes alors? La première, c'est de remarquer ce qui nous appelle, non? Moi, c'est observer ce qui crée ce mélange d'excitation et de peur viscérale en nous. Ce cocktail-là, il est jamais aléatoire. C'est l'aventure qui frappe à la porte. D'accord. Et la deuxième étape, c'est d'accepter l'inconfort. De se dire que si on ressent de l'incertitude, c'est bon signe, ça veut dire qu'on avance. Exactement. Ensuite, le troisième levier, c'est d'arrêter d'attendre d'avoir une vision claire avant d'agir. C'est un fantasme, ça. Oui, on veut tous le plan détaillé sans aucun risque. Sauf que la clarté ne précède jamais l'action. Elle en découle. C'est en faisant le premier pas que le brouillard se dissipe. Attendre d'être prêt, c'est la meilleure stratégie pour ne jamais rien faire. Tellement vrai. Le quatrième point, je t'avoue qu'il m'a fait tiquer au début. C'est sur le vocabulaire. Modifier son identité par les mots. Dire «j'évolue» au lieu de «je suis complètement perdu». Au début, ça m'a fait penser à cette positivité toxique ambiante, tu sais, où tout brûle mais on dit que tout va bien. C'est un scepticisme légitime, mais il y a une vraie différence entre le déni et le recadrage cognitif. Les neurosciences montrent que les mots structurent le cerveau. Si on se répète « je suis brisé », l'amygdale reste en alerte à maximale. On renforce l'impuissance en fait. Voilà. En disant « je fais face à une résistance », on déplace l'activité du cerveau vers le cortex préfrontal, qui gère la résolution de problèmes. Les mots façonnent notre réalité. C'est de l'ingénierie cognitive, pas du déni. Ah ouais, vu comme ça change tout. C'est beaucoup plus profond. Et la cinquième et dernière action, c'est de faire confiance au récit. D'accepter que le sentiment d'être perdu précède toujours l'élévation. Et cela soulève une question importante, parce que cette idée de confiance face au chaos, elle n'est pas nouvelle. Les sources font un parallèle magnifique avec la Bhagavad Gita, ce texte majeur de la spiritualité indienne. Ah oui, l'histoire d'Arjuna sur le champ de bataille. C'est ça. Arjuna, c'est ce guerrier mythique qui se retrouve à Kurukshetra. 2 armées vont s'affronter, et en face de lui, il y a ses cousins, ses anciens maîtres. L'horreur totale. Il est paralysé, son arc lui tombe des mains, il est en pleine nuit obscure de l'âme. Il a juste envie de fuir, d'échapper au script. Complètement. Il veut tout abandonner. Et là, Krishna lui donne une directive implacable. Il lui dit pas que ça va bien se passer ou que ce sera facile. Il lui dit « fais ton devoir, marche sur ton chemin ». Pas parce que c'est simple, mais parce que c'est le sien. Exactement. Et c'est tellement transposable à aujourd'hui. Ouais, si on enlève les chars et les épées, Arjuna, c'est nous. C'est l'employé coincé dans son bureau qui sait qu'il doit démissionner, ou la personne dans une relation toxique. On est tétanisé à l'idée d'échouer. Le champ de bataille, en fait, il est dans notre crâne. C'est implacable de justesse, ouais. S'esquiver, c'est une forme de mort psychique. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on rassemble toutes les pièces du puzzle aujourd'hui, le message, il est incroyablement positif, je trouve. Chef-d'œuvre en cours de création. On n'est jamais en retard, on n'est jamais définitivement brisé, on est en plein devenir. La confusion qu'on ressent parfois, c'est juste le prologue chaotique d'un nouveau chapitre hyper important. C'est une belle façon de voir les choses. Et pour aller encore un peu plus loin, pour clôturer avec une réflexion inédite, dans l'imaginaire, à la fin du voyage du héros, il y a toujours un combat contre un monstre ou la découverte d'un trésor, non? Oui, le fameux dragon. Eh bien, et si l'objectif ultime, en fait, ce n'était pas de terrasser un dragon extérieur? Et si la plus grande révélation à la fin de notre quête, c'était de réaliser que le véritable méchant de l'histoire, le dragon le plus destructeur, c'était simplement notre propre besoin compulsif de certitude? Waouh. Notre besoin de certitude qui étouffe le mouvement avant même qu'il commence. C'est hyper provocateur comme pensée. C'est un truc à garder en tête la prochaine fois que notre GPS interne se mettra à hurler. En tout cas, cette exploration montre bien que le héros, tant attendu pour résoudre nos vies, c'est nous. Il est déjà là. Il suffit d'accepter l'inconnu et d'oser vivre notre propre histoire.